Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 11 juin. Le sud de la France sous les intempéries, des trompes d'eau se sont abattues sur la vallée du Rhône et la région de Toulouse. De la neige a même recouvert les Pyrénées. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Et près de Toulouse, l'accident d'un car a fait une quinzaine de blessés. Damas se drape de noir et la Syrie se prépare aux obsèques d'Hafez el-Assad, l'homme qui l'a gouverné d'une main de fer pendant 30 ans. Son fils Bachar s'apprête à lui succéder, mais tous les pays de la région s'interrogent sur l'après-Hafez. 4 ans après la fin des essais nucléaires à Mururoa, l'armée organise une visite de l'atoll. 24 militaires s'y tiennent en permanence, seuls, au milieu du Pacifique, pour garder le site et observer son évolution. Et puis en tennis, la très belle victoire du Brésilien Gustavo Kuerten face au Suédois Magnus Norman. Une victoire à l'arraché, il a fallu 11 balles de match à Kuerten pour l'emporter. Mais commençons par l'Euro 2000. La France faisait tout à l'heure son entrée dans la compétition face au Danemark. Un match à ne pas rater dans ce groupe de la mort qui comprend également les Pays-Bas et la République tchèque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne l'ont pas raté, les Français, en battant les Danois 3-0. But de Laurent Blanc, Thierry Henry et Sylvain Wiltord. Christophe Tortora. Pour ce premier match de l'Euro 2000, l'équipe de France ressemble à une exception près à l'équipe des champions du monde. Seul Nicolas Anelka n'a pas participé à l'épopée de 98. Sinon rien, vraiment rien, n'a changé. Pourtant, dès la deuxième minute, les Français se font une grosse frayeur. Fabien Barthez évite la douche froide, une spécialité des pays du Nord. Après un quart d'heure, Nicolas Anelka, servi à la limite du hors-jeu par Zidane, élimine le gardien danois, mais ne parvient pas à redresser sa frappe. Ce n'est que partie remise. 2 minutes plus tard, Anelka se montre une nouvelle fois un attaquant percutant. Laurent Blanc a bien suivi et ouvre la marque. Le 16e but de Laurent Blanc sous le maillot tricolore permet aux Français de retrouver un peu de leur superbe. À la demi-heure de jeu, Zidane est même tout près de trouver le cadre de Peter Schmeichel. À la mi-temps, les Français mènent 1-0. Au retour des vestiaires, les Danois se montrent à nouveau les plus menaçants. Les Français jouent en contre, mais Thierry Henry, bien servi en profondeur, rate son lob. Là encore, l'attaquant français va avoir une deuxième chance. 7 minutes plus tard, Thierry Henry traverse seul balle au pied la moitié du terrain avant d'ajuster Peter Schmeichel. Les Bleus ont trouvé leur duo d'attaquants, Anelka-Henry, et tout leur sourit. À 2 minutes de la fin, Sylvain Wiltord, à peine entré en jeu, inscrit même un 3e but. Et 1, et 2, et 3-0, les Français ont bien débuté l'Euro. Dans le groupe B, l'Italie a réussi la bonne opération en battant la Turquie 2-1. Un deuxième but obtenu à la suite de ce penalty contesté, abondamment contesté et contestable d'ailleurs. Dans ce même groupe, je vous rappelle qu'hier soir, la Belgique a battu la Suède sur le même score 2-1. Voilà le deuxième but de l'Italie. Les intempéries dans le sud de la France, la Garonne a dépassé sa cote d'alerte. Des centaines de personnes ont dû être évacuées dans la région de Toulouse. Et dans l'Ariège, on a craint le pire quand un automobiliste a disparu avec sa voiture emportée par les eaux. Heureusement, le chauffeur a été retrouvé quelques heures plus tard en état d'hypothermie, mais sain et sauf. Isabelle de Lyon et David Bress. Il y a Garonne qui monte. Garonne monte. Il faut évacuer. Vous avez l'eau devant la maison. Vous avez l'eau partout devant la maison. La Garonne est montée en effet, 4,38 m à 14 h. C'est la crue la plus forte enregistrée depuis 23 ans. Le plan inondation a été déclenché à Toulouse. Dès cette nuit, les pompiers ont procédé à des évacuations préventives dans une cité universitaire, un camp de gitans et dans toutes les zones inondables, comme celle qu'habite cet homme qui a dû se mouiller pour se mettre au sec. Crue près des cours d'eau, inondations partout, sont dues à un épisode pluvieux jugé exceptionnel par Météo France. Depuis 2 jours, il pleut sur la région toulousaine, parfois très fort. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a acheté la maison ici. Alors c'est vrai qu'en cas de gros orage, il arrivait qu'il y ait un petit peu d'eau dans le fond du jardin, mais inondation comme ça, on n'a jamais vu. À Revel, ce matin, les habitants ne pouvaient que constater les dégâts. Un tiers du village a les pieds dans l'eau suite à des ruissellements. Apparemment, j'ai de la chance. Hein. À 10 cm près, c'était bon. Hein. Cette femme n'a pas connu le même sort. Elle n'a presque rien pu sauver de sa cuisine d'été.
plus rien n'apparaît, tout est enfoui dans l'eau, tout est inondé, on ne peut plus, on ne sait plus que faire, on ne sait plus par quel côté entreprendre la chose. Les mêmes scènes se répètent au sud, dans la vallée de la Lèze, entre Foix et Toulouse. Ces inondations n'ont fait pour l'heure aucune victime, mais de nombreuses entreprises resteront sinistrées, de même que des agriculteurs dont les champs sont noyés. Il semble cependant que la décrue soit amorcée, de l'ordre de 5 cm par heure pour la Garonne, tandis que le ciel se dégage actuellement sur Toulouse. Météo France n'annonce plus pour la nuit que des pluies intermittentes. Et puis en marge de ces intempéries, un car qui assurait une liaison entre Auch et Toulouse a versé dans un fossé. Il y a eu une quinzaine de blessés, dont 3 graves. Tous ont été évacués vers les hôpitaux de la région. Le plan rouge a été déclenché. Dans les Pyrénées, c'est la neige qui a fait son apparition en abondance. 6 personnes bloquées dans des refuges en haute montagne ont dû être élytroyées. 5 autres ont été localisées, mais leur situation ne suscite pas d'inquiétude. Toute la région de Lyon a été également fortement touchée, notamment dans les secteurs de Condrieu et de Labrelle, où une quarantaine de personnes ont dû être provisoirement relogées. Reportage de Virginie Fichet et de Thierry Simonet. Le jardin n'est plus qu'un champ visqueux. À Condrieu, une dizaine de maisons comme celle-ci a été saccagée en quelques minutes. La porte n'était pas fermée à clé, si bien que ça l'a ouverte, mais je n'ai pas pu refermer. C'était très violent. Oh oui, très violent. Très violent. Vers 21h, Madeleine Douillet a vu un véritable torrent submerger sa demeure. Partout, l'eau s'est infiltrée, la boue a tout englué. Madeleine a dû abandonner sa maison. Fataliste, depuis le matin, elle gère le désastre. L'eau est rentrée avec de la boue, on a 10 cm de boue dans la maison. Ah, si tu voyais, quel spectacle! À l'extérieur, le spectacle par endroits ressemble aussi au chaos. L'eau a raviné les pentes du vignoble, puis dévalé les rues avec une force incontrôlable. Il est tombé plus de 80 mm d'eau et il en tombe moins de 70 en un mois habituellement. La nuit dernière, les pompiers du Rhône ont effectué plus de 300 interventions en quelques heures. Au nord-ouest de Lyon, l'un des secteurs les plus touchés, les violents orages ont succédé à une déferlante de grêle. Dans la commune de l'Arbrelle, les pluies ont gonflé la rivière, noyant les rues les plus proches. 700 foyers ont été privés d'électricité, une quinzaine de personnes a dû être évacuées. Ce matin, la plupart des voies de circulation coupées durant la nuit par les intempéries avaient été dégagées. Mais il faudra encore plusieurs jours de travail pour effacer toute trace du déluge. La Loire a eu son lot d'inondations, comme la Drôme, où ce sont une quinzaine de communes qui ont été touchées. Et puis, pour être tout à fait complet sur ces intempéries qui frappent le sud, 2 personnes sont mortes noyées au Pays Basque espagnol et en Catalogne. Un pêcheur qui se trouvait à quelques mètres du rivage, et puis une femme de 82 ans qui a été surprise lorsque l'eau a brusquement inondé sa maison. En Syrie maintenant, à Damas, ce drape en noir en prévision des obsèques du président Hafez el-Assad, décédé hier d'une crise cardiaque à 69 ans. Des obsèques qui auront lieu mardi dans son village natal de Kardaa, à 300 km au nord de Damas. Un deuil officiel de 40 jours a été décrété dans tout le pays. La télévision et la radio syrienne diffusent des versets du Coran. Gérard Grisbeck. Le deuil a commencé. Depuis ce matin, Damas est devenue une ville noire, drapeaux en berne, portrait du président défunt bordé de crêpes noires. 24 heures après l'annonce de la mort du président syrien, les manifestations se poursuivent. Ferveur militante pour ceux qui scandent le nom du fils du président. Bachar, Bachar, par notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi. Ferveur et désespoir pour ces scènes de pleurs et de cris. Ferveur et scènes d'hystérie. Tout cela sous l'œil attentif et sans doute complaisant d'une armée qui est la base même du régime. Les quotidiens syriens rivalisent d'éloges sur le président disparu. La télévision et la radio diffusent des versets du Coran. Durant toute la nuit dernière, la ville est restée un grand embouteillage. Par milliers, les gens ont défilé et bien sûr beaucoup pleuré. À l'autre bout de la Syrie, sur les hauteurs du Golan, face à Israël, on prépare les enfants pour le défilé. Chacun réclame un portrait du président. Puis tout le monde se met en marche pour dénoncer la politique d'Israël qui a annexé une partie du village en même temps que le Golan. Car la mort du président syrien est aussi l'occasion de rappeler les revendications politiques. Alain Chavron est notre envoyé spécial à Damas. Il vient d'arriver sur place. Il nous décrit l'ambiance ce soir dans la capitale syrienne.
En l'espace de quelques heures, Damas est devenue une cité en noir, alors que les muezzins psalmodient sans interruption des versets du Coran. Des drapeaux noirs sont apparus à tous les balcons, à tous les lampadaires. Des façades entières d'immeubles sur 5 ou 6 étages se sont couvertes de portraits géants de Hafez el-Assad, barrés de crêpe noire. Tous les panneaux publicitaires de la municipalité le long des avenues de la ville ont troqué les réclames commerciales pour encore des portraits du défunt président, portraits que l'on trouve aussi à l'arrière des voitures. Dans tous les quartiers, on voit des groupes d'hommes et de femmes, le front ceint d'un bandeau noir, crier leur douleur et des slogans patriotiques. On voit aussi des camions arrivés de province, chargés d'hommes brandissant des drapeaux noirs et des portraits du président. Ce matin, la presse libanaise pleure la mort du lion de Damas et parie sur la continuité du pouvoir avec son fils Bachar. Mais l'inquiétude est grande dans ce pays, annexé de fait par la Syrie et qui compte sur son sol pas moins de 35 000 militaires syriens. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Lebrun et Gilles Jacquier. Un long ruban noir en signe de deuil. Le portrait d'Hafez el-Assad, qui domine depuis des années la corniche de Beyrouth, n'a pas été oublié dans l'hommage spontané rendu par certains Libanais au président syrien. Ce grand homme était présent dans le cœur de tous les Arabes et nous l'avons perdu. C'est un gros problème pour les Arabes libanais et syriens. C'est pour cela qu'on installe un voile noir, parce que cet homme était tout pour les Arabes. Dès ce dimanche, nombre de Libanais ont pris la route de la Syrie pour être sûrs de pouvoir assister en bonne place aux funérailles. Mais d'autres refusent de prendre le chemin de Damas. Je pense que cet homme-là, ce grand homme, il n'a pas mérité ce qu'il le mérite. Bon, je ne suis pas pour que les Syriens soient ici au Liban, parce que je suis Libanais avant tout. L'ancien Premier ministre libanais, lui aussi, Rafik Hariri, aujourd'hui chef de l'opposition, s'est rendu à Damas dès ce matin, où il a rencontré Bachar el-Assad. Pour lui, la présence militaire syrienne est toujours souhaitable. Les forces syriennes au Liban, ils sont ici des moyens légitimes d'une part et temporaires d'autre part. Oui, c'est du temporaire qui dure depuis longtemps. Oui, mais vous avez... On vient de voir les Israéliens retraits du Liban. Et tout le monde parle qu'il faut que l'État libanais renforce son existence au sud du Liban. Si on a fait ça, logiquement, c'est-à-dire il faut que nous envoyions notre armée au sud du Liban. Il faut réévaluer la situation. Et les Syriens de Beyrouth, qui aujourd'hui défilaient dans les rues en tenue de grand deuil, le savent parfaitement. La mort d'Hafez el-Assad ne changera rien à leur situation, dans l'immédiat. L'homme que l'on pleure aujourd'hui à Beyrouth, c'est le même que l'on regrette dans toutes les autres capitales du monde arabe. Un grand leader politique qui avait su s'affirmer face à l'Occident. Pour autant, les Libanais n'oublient pas que 35 000 soldats syriens occupent toujours leur pays. Et revenons maintenant à Damas où le scénario de la succession s'est déjà enclenché. Le parti Baas a bien sûr approuvé la candidature du fils d'Hafez el-Assad, Bachar, qui vient d'être nommé commandant en chef des forces armées. Mais tout le monde s'interroge sur la capacité de ce jeune médecin de 34 ans. Les habits du père ne sont-ils pas trop grands pour le fils et saura-t-il s'imposer face aux militaires? Pour l'instant, la lutte pour le pouvoir n'a pas vraiment commencé, mais sitôt les obsèques passées, il en sera tout autrement. Philippe Rochaud. Le fief de la famille Assad, c'est ici, Karda, un village de 2000 habitants où le président Assad a même fait bâtir une mosquée en mémoire de sa mère. C'est là que va reposer Hafez el-Assad aux côtés de son fils aîné, Bassel, mort en 1994 dans un accident de la route alors qu'il s'apprêtait à succéder à son père. Restait Bachar, assis à la droite du père aux funérailles et qui se destinait à une carrière médicale. Mais la famille Assad appartient à la minorité alaouite qui ne représente que 10% de la population et elle entend bien conserver le pouvoir. D'où la montée rapide de Bachar el-Assad, qui en 24 heures est passé commandant en chef de l'armée et candidat à la présidence de la République. Mais le danger pour Bachar vient d'abord de sa propre famille et surtout de son oncle, Rifat, qui a tenté un coup d'État contre Assad en 1983. Depuis, il est interdit de séjour dans son pays, mais en tant qu'ancien patron des brigades de défense, il a encore des partisans. C'est lui qui a réprimé très fort Hamad, 30 000 morts en 1982. C'est lui qui a réprimé les frères musulmans. Et donc,
c'est à lui que la confiance des Alaouites revient et pas à son neveu Bachar qui semble frêle pour porter sur ses épaules tous les problèmes de la Syrie. Les frères musulmans réprimés dans cette ville de Hama en 82 n'ont donc pas oublié que la famille Assad a voulu les laminer et le désir de vengeance n'a pas disparu. Bachar el-Assad a commencé de même une campagne de lutte contre la corruption qui a poussé au suicide l'ancien chef du gouvernement syrien. La vieille garde se sent menacée, elle ne lui fera pas de cadeau. Jacques Chirac se rendra mardi aux obsèques d'Hafez el-Assad et le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reporté de 24 heures sa visite officielle prévue en France à partir de mardi justement. L'état d'alerte a été déclenché sur l'île de Jolo aux Philippines. Les ravisseurs détiennent toujours 21 otages depuis 50 jours et ils auraient, semble-t-il, l'intention de les transférer sur une autre île, ce que les autorités philippines veulent éviter à tout prix. Anne Poncinet et Christine Boss. 10 pesos pour une photo, 50 pesos pour une interview. Dans la paillote où ils vivaient désormais, les otages avaient apposé ce petit panneau, histoire de plaisanter de leur détention médiatique, histoire de se changer les idées. Des images presque rassurantes, c'était il y a 3 jours. Mais hier, lorsqu'une équipe médicale s'est rendue dans le camp, elle n'a pu rencontrer que les otages mélanésiens. Les 10 occidentaux avaient disparu. Dans une lettre, les ravisseurs expliquent qu'ils ont séparé le groupe en deux, de peur que l'armée n'attaque le camp. Depuis, l'état d'urgence a été déclaré à Jolo. Les militaires veulent empêcher les ravisseurs de changer d'île avec les otages. Pour la famille de Sonia Wendling, cette nouvelle crise est particulièrement désespérante. Est-ce que le gouvernement philippin a vraiment fait ce qu'il fallait faire pour éviter, encore une fois, cet écart qui vient d'arriver, parce que ce n'est pas le premier. Ils ont certainement déjà changé 6 ou 7 fois de camp, parce qu'ils se sentaient quelque part menacés, si on peut appeler ça comme ça, et ils sentaient qu'il y avait une réaction quelque part qui n'était pas prévue dans la règle. Les preneurs d'otages demandent maintenant le changement du négociateur en chef, Roberto Aventarado, qui dans une interview n'excluait pas le recours à la force en cas de blocage. Au 50e jour de détention des 21 otages, une nouvelle fois, les négociations sont au point mort. En France, un mot de politique avec cette petite phrase de Jean Tibéry qui demande à Philippe Séguin de s'expliquer quand il parle de système parisien. Qui vise-t-il? s'est interrogé Jean Tibéry chez nos confrères de Radio J, mon prédécesseur ou moi-même. Jean Tibéry qui ne renoncera pas à briguer la mairie de Paris, même si Jacques Chirac le lui demandait. Et puis un sondage IFOP pour le JDD, 82% des Français se prononceraient pour le quinquennat si un référendum était organisé sur ce sujet dimanche prochain. La fête de lutte ouvrière, un must à ne pas manquer, même si les anciens 68ards sont parfois grands-parents. Un mélange de variétés, de fêtes foraines et de jeux sur fond de révolution libertaire et de lutte des classes. L'occasion aussi d'entendre Arlette Laguillet dénoncer le patronat, le septennat, le quinquennat et l'exploitation des travailleurs. Thomas Dandois et Cédric Picot. Quand on s'amuse à lutte ouvrière, on en profite toujours un peu pour faire sa fête à la classe politique. Et malgré l'ambiance champêtre, pour certains, les bonnes vieilles habitudes contestataires ne sont jamais très loin du débat. Pourquoi tu n'as pas soutenu la fête des ouvriers agricoles? Qui c'est qui a bloqué l'aéroport du Lamentin? Eh bien c'est mon cousin. Pour d'autres, en revanche, discours et stratégies politiques sont plutôt restés au vestiaire. Vous pensez que la LCR doit s'allier avec lutte ouvrière pour les municipales ou pas? Non, nous on n'en sait rien. On vient là parce qu'on habite après et puis voilà. Celui qui a envie de faire de la politique, il fait de la politique. Celui qui a envie de discuter, il discute. Celui qui n'a pas envie de discuter, il ne discute pas, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, on n'est pas là à agresser les gens, à leur demander ce qu'ils pensent sur ci ou ce qu'ils pensent sur ça, quoi. Difficile pourtant à quelques mois des élections municipales d'éviter le discours politique. D'autant que Lutte ouvrière et la LCR devraient présenter des listes séparées. Bref, le temps du Pax de l'extrême gauche est révolu. On n'a paxé pour les européennes, eh bien pour les municipales, chacun mènera sa vie de son côté. Ça ne nous empêchera pas, je pense, de mener des actions communes. Dans quelques jours, Lutte ouvrière devrait entériner définitivement sa décision de faire liste à part. Une division de l'extrême gauche qui ne peut que rassurer la majorité plurielle à quelques mois de la bataille des municipales. En ce dimanche de Pentecôte, près d'1 million de catholiques français étaient conviés à se rassembler dans 75 diocèses. Des rassemblements qui se voulaient l'un des temps forts de la célébration du jubilé de l'Église. Et à Paris, sur le parvis de la cathédrale, le cardinal Lustiger a placé ce rassemblement sous le signe de la diversité des nations.
Plus de 30 000 pieds noirs étaient attendus ce week-end à Cagnes-sur-Mer pour commémorer le 38e anniversaire du rapatriement des Français d'Algérie. Une manifestation bon enfant qui se veut indépendante de tout parti politique. À quelques jours de l'arrivée du président algérien en France, les pieds noirs ne se disent pas opposés au rapprochement entre les peuples, mais attendent de la France une reconnaissance de leur rôle passé en Algérie. Stéphane Amar et Hervé Pozzo. Ça c'est toute la famille, Babel Oued City, 50 avenue de la Bouzaréa et Nelson, le quartier Nelson. 38 ans plus tard, ils se retrouvent encore entre gens du même village, du même quartier. Entre nostalgie et joie de vivre, les pieds noirs cultivent le souvenir d'une vie coloniale souvent idéalisée et celui d'un exode toujours douloureux. Disons qu'on a tourné la page. Oui, regarde les voitures. La page, obligé, hein. Tourner la page, c'est d'abord en finir avec l'image d'Épinal du pied noir exploiteur et raciste. Même si les héros de l'Algérie française et de l'OAS sont toujours droit de citer dans ce type de rassemblement, la haine n'est plus à l'ordre du jour. Il y en a qui assimilent tout le temps les pieds noirs au racisme, au FN et tout ça, donc c'est pas vrai. Il n'y a pas autant de racisme que dans les pieds noirs, il ne faut pas généraliser tout ça, quoi. Pour autant, la réconciliation avec le peuple algérien ne se fera pas sans condition. À quelques jours de la venue en France du président Bouteflika, la communauté pieds noirs réclame la reconnaissance du travail des colons. De tout ce que nous avons fait là-bas, ça peut se voir. On peut voir, quand on connaît les villes d'Algérie, les routes, les aéroports, l'industrie, tout ce qui a été fait, on en est fiers. Et ça a été au prix de la sueur et du sang de nos ancêtres. Alors on veut que ce soit reconnu. Blessés par l'histoire, les pieds noirs s'inquiètent aujourd'hui pour l'avenir de leur culture. Peu à peu, la communauté des rapatriés se rétrécit. Difficile de transmettre aux nouvelles générations un art de vivre né sur l'autre rive de la Méditerranée. 4 ans après la fin des essais nucléaires français à Mururoa, les militaires ont donc organisé une opération porte ouverte. Porte ouverte, c'est beaucoup dire, sur cet atoll complètement désert, qui n'est plus gardé maintenant que par 24 militaires, seuls face à l'immensité du Pacifique, et chargés d'observer l'effet sur le massif de corail de 193 tirs atomiques. Visite guidée avec Agnès Varamian et Éric Delagneau. Photo, c'est le blocos avec le poste de contrôle de commande de tir. Et donc aujourd'hui, vous voyez un désert, mais ça a été une vie très active et intense pour tous les gens qui ont participé à cette aventure. Pendant 20 ans, Mururoa a été son laboratoire. Ce géophysicien y séjournait plusieurs mois par an au milieu de 3000 civils et militaires. Aujourd'hui, l'atoll est un vestige, plus un bâtiment, sinon ce bunker indestructible. Raser les hangars, démonter les plateformes. La végétation repousse jusqu'au milieu des pistes d'aviation. Un atoll rendu à la nature, mais toujours aussi peu banal. En 20 ans, 137 bombes ont explosé à 1000 mètres sous l'eau dans la montagne sous-marine. La radioactivité a été prise au piège par les déflagrations. Pour autant, chaque jour, la vingtaine de militaires encore présents surveillent l'air et l'eau de Mururoa. Rien d'anormal, mais là, sous le lagon, le réservoir de déchets radioactifs est-il étanche? L'eau peut-elle être contaminée? Les terrains dans lesquels les tirs ont été réalisés sont des terrains dont la perméabilité est très faible, ce qui fait que le mouvement de l'eau est très lent et que, en fait, les produits concernés auront décru du fait de leur période radioactive relativement courte avant que cette eau ne parvienne à la biosphère, c'est-à-dire dans l'eau du lagon, par exemple. À 1200 km de là, les antinucléaires, comme ce pasteur de Tahiti, souhaitent qu'on ouvre les archives militaires sur les essais pour lever le secret sur d'éventuels incidents du passé. On dit, ne craignez rien, on a fait le nécessaire, nous le savons, et puisque nous le savons, vous devez nous croire. Quand on veut parler de transparence, il n'y a pas de transparence à moitié. Les doses de plutonium et de césium dans le lagon sont minimes, disent les experts internationaux, peu inquiets d'éventuels glissements de terrain sous-marins. Alain Barthou a mené les premiers essais de la France en 1966, des essais dans l'atmosphère. Pour lui, on pourrait habiter à Mururoa. Il n'y a pas de problème et qu'on peut y vivre. D'ailleurs, moi personnellement, depuis 30 ans que j'y vis, j'ai jamais eu la moindre crainte de quoi que ce soit. Malgré un discours rassurant, il n'est pas question de rendre Mururoa accessible. L'atoll du Grand Silence, c'est son nom, reste zone militaire pour au moins 10 ans. Le baccalauréat version QV 2000, plus que quelques jours de révision. Bien sûr, il y a les traditionnelles annales et les fiches que l'on se constitue soi-même. On peut aussi avoir recours à Internet. De nombreux sites proposent maintenant des soutiens en ligne. Aperçu avec Laetitia Legendre et Vincent Bouffartic.
Le bac pour Alexia et Anne-Claire a déjà commencé. En section littéraire, elles sortent tout juste de leur oral d'italien. Ces dernières révisions, elles les planifient avec soin et loin des traditionnelles annales, elles ont choisi Internet et les nouvelles technologies pour consolider leurs acquis. Il y a des fiches pratiques avec des QCM, les questions essentielles qu'il faut se poser, la méthode. C'est pas un gadget, c'est une nouvelle manière en fait de travailler. Réponse à la question, qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant? Pour les angoissés qui n'ont pas compris Kant ou Descartes, des sites spécialisés en philo proposent des synthèses de cours. Plus général, d'autres sites comme générationbac.com offrent des fiches pour réviser la totalité du programme de terminale. Des exercices que l'on peut même personnaliser. Quand on va sur le site, on doit s'inscrire, donc on a un dossier créé pour nous. Et rien que ça, on sait où on en est, on sait ce qu'on a travaillé. Il nous dira où on s'est arrêté, quel QCM on a fait, quelles fiches on a apprises, etc. C'est pour ça que c'est bien fait. Avec plus de 1000 connexions par jour, ce site propose gratuitement des fiches de synthèse et des conseils pratiques en ligne. L'espoir de cette équipe de professeurs, tous normaliens ou agrégés, fidéliser les lycéens. Dès l'an prochain, les futurs bacheliers pourront également acheter des cours sur le net. C'est une nouvelle forme de pédagogie. J'aime beaucoup le contact avec les élèves, les voir face à face, mais en même temps, cette façon de vouloir être synthétique et puis de pouvoir toucher un nombre beaucoup plus important d'élèves, c'est quelque chose qui titille un peu le professeur que je suis. Et pour préparer le bac, cette cyberprof de sciences naturelles ne quitte pas son appartement. Elle travaille pour un site qui propose des corrigés de sujets et un tutorat en ligne. Les étudiants internautes l'interrogent sur les points de cours qu'ils n'ont pas compris, avec une convivialité qui a surpris cette enseignante. Je me suis rendu compte que non, on avait vraiment des rapports qui étaient très conviviaux, des bonjours, des merci, des excusez-moi, je ne vous ai pas écrit la semaine dernière, j'étais malade. Idée toute nouvelle pour réviser la télé. La chaîne câblée Histoire propose une émission pour revoir tout le programme de terminale. Mais virtuel ou télévisuel, ces bachotages ne suffiront peut-être pas. Quelques heures avant l'épreuve, la bonne vieille fiche Bristol et les annales peuvent toujours servir. Elles n'ont pas dit leur dernier mot. Et à Montmorillon, justement, dans la Vienne, c'est le papier qui a toujours la cote. Régine Deforge a décidé de faire de ce village la cité de l'écrit, un lieu de rencontre pour les gens de l'écriture et du livre. François Privat et Alain Darigrand. Donc je plonge la forme dans le bac de fabrication et j'en extrais la matière avec l'eau, ce qui va me donner une feuille. Alain fabrique du papier, sur mesure et à la commande, comme autrefois. Cet artisan vient d'intégrer la cité de l'écrit, un lieu qui regroupe tous les métiers du livre. Dans une cité, il y a une âme, il y a une vie. Et puis il y a plein d'échanges. Tous les artisans qui sont ici travaillent sur du papier, ont besoin de papier. Le papetier a besoin des écrivains, a besoin des calligraphes. Une cité dont l'idée revient à Régine Deforge. Née à Montmorillon, l'écrivain souhaitait réhabiliter ce vieux quartier laissé à l'abandon. Une vingtaine d'artisans viennent de s'y installer. Je venais quand j'étais enfant ici. Et c'était une rue sombre, il n'y avait absolument rien, si ce n'est des femmes qui vous lançaient des regards mauvais, etc. Non, c'était... Et de voir tout ça revivre, c'est un peu miraculeux. Loyer des boutiques de 500 à 1200 francs. Pour cette calligraphe, par exemple, une chance de vivre de son art. Coût total de l'opération, 20 millions de francs. Financé à 50% par des fonds européens, le reste par les collectivités locales. Dans le but de créer un pôle touristique à Montmorillon, cité de 8000 habitants, perdu dans le sud-est de la Vienne, à l'écart des grands axes routiers. J'ai énormément souffert du manque de livres quand j'étais enfant. Il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait rien. Et c'était vraiment un désert culturel, c'est comme ça qu'on dit maintenant, mais à l'époque on ne prononçait pas ces mots-là. Mais moi j'étais affamée de lecture. Loin de l'agitation d'un salon du livre, les écrivains pourront aussi résider à Montmorillon dans un appartement mis à leur disposition pour travailler au calme. Revenons maintenant sur ce grand moment de tennis qui a été la finale du simple messieurs à Roland-Garros. C'est le Brésilien Gustavo Kuerten qui l'a emporté sur le Suédois Magnus Norman en 4-7 et 3h45 d'un match acharné. 6-2, 6-3, 2-6 et 7-6 dans le quatrième set. Christelle Bertrand et Alain Poirier. Guga ne s'en lasse pas. Après son succès de 97, Gustavo Kuerten brandit cette coupe pour la deuxième fois de sa carrière. Avec un tel palmarès à 24 ans, le Brésilien fait déjà des envieux. Il a lui-même du mal à réaliser.
Aujourd'hui, c'est un autre rêve qui se réalise. Je ne pensais pas pouvoir revenir ici et gagner. Je suis très ému. C'est un grand moment pour moi. Pendant 15 jours, Magnus Norman n'a jamais eu à forcer son talent. Contre Kuerten, le meilleur joueur du monde sur terre battue, le Suédois a mis 2 sets pour comprendre ce qui lui arrive. Kuerten les empoche 6-2, 6-3. Norman réalise enfin qu'il ne lui reste qu'un set pour réagir. Le Suédois, au courage, tente le tout pour le tout et gagne la manche, 6-2. Mais le Brésilien a repris des forces. Il mène 5 jeux à 4. C'est une balle de match. Norman, un peu chanceux, touche la ligne. Le Suédois est en sursis, le Brésilien n'a pas encore gagné. Les deux hommes se livrent alors un duel poignant. 10 balles de match plus tard, au tie-break, c'est enfin la délivrance pour Gustavo Kuerten. Le Brésilien double son titre en simple. Gustavo Kuerten confirme simplement qu'il a du talent. À Montpellier, le 14e printemps des comédiens ouvre ses portes avec le retour à la scène d'Ariane Ascaride, la merveilleuse Jeannette du film Marius et Jeannette. Sujet de sa pièce, l'amour du théâtre. Reportage de Georges Bégou et de Bernard Puissesseau. C'est sous les platanes du Château d'Eau à Montpellier qu'Ariane Ascaride a choisi de créer, sous la direction de son metteur en scène préféré, Robert Guédidian, le Grand Théâtre. Un texte d'Evelyne Payet en forme de déclaration d'amour au théâtre. Le théâtre, c'est ce qui me nourrit depuis que je suis petite. Et puis bon, les événements ont fait que pendant quelques années, là, je me suis retrouvée plus souvent devant des caméras que sur une scène de théâtre. Mais ça commençait à devenir indispensable à ma petite structure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mes camarades et moi sommes heureux de vous accueillir au Grand Théâtre des Deux Dômes. Plus familièrement connu quand il est connu sous le nom du Théâtre ADD. Malheureusement, le théâtre ADD a fait faillite. Il ne reste plus qu'à vendre aux enchères tous les accessoires en leur redonnant vie. C'est un accessoire. Comment on appelle ça? Une couronne. Une vieille couronne. Pure ferraille peinte, manifestement dédorée par endroits et cabossée de surcroît. Une bricole, une babiole, une brocante, bric-à-brac. C'est bon pour la ferraille, c'est juste une illusion. Illusion la couronne, illusion la poussière lumineuse. Il en faudra du talent pour nous les vendre, ces illusions. Nous n'avons pas de plumes, ni de grand escalier, mais nous avons la boule tango pour notre finale. Vous pouvez, si vous le voulez, acheter la boule tango. Mais cette poussière-là, elle embellit. Et c'est ainsi qu'Ariane embellira tout et fera de nous, les acheteurs, enchantés de son spectacle. Et que dire maintenant du spectacle de Johnny, ce méga concert unique et gratuit qui a enchanté hier plus de 400 000 fans. Pour ses 40 ans de carrière, Johnny avait promis de mettre le feu à la Tour Eiffel. Eh bien, il l'a fait. Frédéric Vion et Laurent Sion. Une foule de 400 000 personnes, rassemblées là par la grâce d'un seul homme, leur idole. Tourne le temps à l'orage, et revenir à l'état sauvage. Johnny Hallyday, le plus grand rocker français, fêtait hier ses 40 ans de carrière. Sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. Monter le sang des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Ce concert, c'était le cadeau de Johnny à ses fans. Des fans qui, dès le matin, avaient pris le Champ de Mars d'assaut pour s'approcher au plus près de la scène. Depuis 10 ans, toi, ce matin, je suis là et je reste là et je veux tout voir. Alors vous vous êtes battu, comment vous avez fait pour arriver là? La première. Comment vous le trouvez en fait? Formidable. Et on a le même âge tous les deux. 57 ans. On m'a trouvé. J'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris, et qui m'ont envie de vivre, et de désirer le plaisir.
C'est celui qui rivalisait avec Elvis Presley. Elvis, la longévité en plus, car Johnny est comme la Tour Eiffel, inoxydable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Et 1 et 2 et 3, comme on dit, 3-0. La France réussit son entrée dans l'Euro 2000. Une belle victoire face au Danemark. L'attaque française a largement justifié tous les espoirs placés en elle, même si c'est Laurent Blanc, un arrière, qui a marqué le premier but. Et puis en tennis, la très belle victoire là aussi du Brésilien Gustavo Kuerten face au Suédois Magnus Norman. Une victoire à l'arraché. Il a fallu 11 balles de match à Kuerten pour l'emporter. Dans un instant, la météo, ce sera Nathalie Riouet. À 20h50, votre film du dimanche, Le Fils préféré avec Gérard Lanvin. 23h45, le dernier journal, ce sera Thierry Tuillier. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Patricia Pellen qui taurait à cheval. À 13h, bien sûr, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Dara pour le journal. Et puis à 20h, évidemment, Claude Sérillon. Bonne soirée sur France 2.